Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode du podcast En tête à tête, organisé par le regroupement des étudiants en psychologie de l'UQAC, REPSI. Mon nom est Amélie D'Ambroise et je suis une étudiante au baccalauréat en psychologie en troisième année. Allô, moi c'est Naomi Gilbert, je suis étudiante au baccalauréat en psychologie également et je suis en première année. L'objectif de ce podcast est vraiment de répondre aux questions des étudiantes et étudiants face à la poursuite de leurs études après le bac en psychologie. Il reprend le programme Construis mon avenir qui consiste à s'informer face aux avenues possibles après le bac en psychologie qui sont nombreuses. On va donc inviter des étudiants et étudiantes qui ont fait leur bac en psycho et qui sont maintenant rendus au cycle supérieur, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat dans divers domaines, et qui vont venir nous parler de leur expérience, leur parcours, le processus d'admission dans les divers programmes, puis aussi possiblement des conseils qui vont être pertinents pour que nous puissions être davantage informés des divers parcours qu'il est possible d'adopter après un bac en psycho. Aujourd'hui, on va vous parler du doctorat en neuropsychologie clinique et nos deux invités sont Romain et Philippe. Ils vont nous parler de leur expérience pouvant vous permettre de vous faire une tête sur le parcours et le processus d'admission à ce programme et démystifier certains mythes et craintes. On tient également à remercier les services aux étudiants de l'UQAC de nous avoir partagé leurs locaux et leur matériel pour nous permettre d'enregistrer ce podcast. Bonne écoute! Donc, Romain, Philippe, bienvenue à notre podcast. Merci d'avoir accepté justement notre offre de participer aujourd'hui. Si vous voulez, on peut peut-être commencer avec une petite introduction, une brève description de vous-même, de votre parcours et où vous êtes en ce moment. Ouais, je peux commencer rapidement. Moi, c'est Romain, donc je suis étudiant au doctorat en deuxième année en neuropsychologie. Puis j'ai fait mes études avant à Montréal, là, puis je pense qu'on aura le temps de reparler de mon parcours après. Là. Fait que voilà. Bonjour, moi c'est Philippe. Moi j'en suis à ma première année au doctorat en neuropsychologie à l'UQAC. Puis moi, contrairement à Romain, j'ai fait tout mon parcours à l'UQAC. Super. Bienvenue encore de nouveau. Si vous êtes prêts, on peut tout de suite commencer. Là. Tout d'abord, on se demandait, dans le fond, qu'est-ce qui vous a amené à choisir la neuropsychologie comme domaine d'études initialement? Oui, je peux commencer. Moi, mon choix de branche, si on veut, a quand même été assez sinueux. Je dirais que tout au long de mon parcours universitaire, j'ai vraiment hésité entre la psychologie clinique et la neuropsychologie. À la base, je dirais que mon choix avait été, ou bien du moins ce qui m'avait amené à décider d'aller en psychologie, ça a été vraiment justement plus mon intérêt pour la neuropsychologie. Donc, j'étais vraiment intéressé par tout ce qui était lien entre le cerveau, le comportement, essayer de comprendre, ça m'intéressait. Euh, En rentrant justement au baccalauréat, ben là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus à la psychologie. Puis là, j'hésitais vraiment entre les deux. Ça a été assez sinueux pour moi de décider. Je trouvais que c'était difficile de départager, vraiment décider qu'est-ce qui me rejoignait le plus. Mais finalement, au fur et à mesure, à force de suivre des cours, parler avec des étudiants, des professeurs, mon choix s'est vraiment précisé là, pour la neuropsychologie. Puis encore une fois, je pense que c'est vraiment le même intérêt que j'ai nommé, là, celui de pouvoir comprendre un petit peu le fonctionnement du cerveau, le mettre en relation avec le comportement là, qui m'a vraiment intéressé là, puis qui m'a amené à choisir la neuropsy. Je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup l'aspect, justement, t'es pas certain, mais t'essayes des choses, puis que tranquillement, pas vite, tu te diriges vers une réponse. Mais t'es comme, pour moi, en tout cas, le but central, puis ça va être ça, je pense, tout le long du podcast, là, c'est ça vaut la peine d'essayer pour voir si t'aimes ça ou pas. Puis je trouve que ça reflète bien ça. Puis moi, c'est un peu ça aussi, c'est que je me suis toujours posé la question, c'est-tu psy, c'est-tu neuropsy, c'est-tu autre chose? Moi, je pense que depuis le départ, là, ce que je voulais vraiment, c'est des contacts humains, des relations humaines. Il y a plein de façons d'avoir ça. C'est sûr que, personnellement, je trouve que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement dans lequel, c'était propice à un développement qui est adéquat, si on veut. Là. J'ai grandi dans un milieu où j'étais quand même favorisé. Puis je trouve que pour moi, c'était important de redonner d'une façon ou d'une autre. Puis je trouvais que les contacts humains, c'était une bonne façon de pouvoir faire ça. Ensuite de ça, je me suis dit que pouvoir combiner contact humain avec d'autres intérêts qui étaient, comme tu l'as dit, fonctionnement du cerveau, le lien avec le comportement, c'est comme... La neuro, c'est tellement vague, mais tellement spécifique en même temps, dans le sens où tu as une personne qui vient devant toi avec une problématique précise, que ça va être juste un trouble de mémoire. Mais ensuite de ça, c'est que nous, il faut qu'on prenne en considération, oui, l'aspect neuro, mais l'aspect psycho, l'aspect social, l'aspect développemental, le contexte dans lequel la personne se situe en ce moment. Fait que c'est comme d'être capable de tout mettre ça en commun pour expliquer un profil, mettre quelque chose, rendre ça cohérent, mais tu es devant une personne qui est comme singulière en soi. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Puis je trouve que
par la neuro, ben, on est capable de mettre comme tout ça ensemble puis d'explorer tout ça. Fait que je trouve ça intéressant. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser, puis j'ai envie de rebondir un petit peu. Tu sais, moi aussi, l'intérêt du contact humain, de pouvoir redonner était là. Puis ça faisait un petit peu partie aussi de pourquoi j'avais des hésitations à la neuropsychologie parce que on dirait, vu que c'était pas clair pour moi, c'était quoi vraiment le rôle d'un neuropsychologue, on dirait que ma conception, c'était vraiment une personne qui administre des tests puis qui pose des diagnostics. Tu sais, je pense justement, ce qui m'a aidé vraiment à me confirmer que c'était vraiment la neuropsy qui m'intéressait, c'est de découvrir que ben, le côté relation d'aide était vraiment présent aussi dans la neuropsy, puis c'est beaucoup plus que juste justement administrer les tests. Donc je pense que ça aussi, ça m'a vraiment aidé là, de préciser mon choix. Puis c'est un domaine qui, effectivement, est vraiment vu comme juste de l'éval parce que ben, c'est sûr qu'il y a des grosses listes d'attente puis qu'on s'attend à ce je pense que dans différents milieux de travail, on s'attend vraiment à ce qu'on fasse beaucoup d'évaluations. Mais il y a aussi un volet très intervention qui est de plus en plus en vogue puis qui va se développer de plus en plus aussi, là, qui est vraiment, vraiment intéressant puis qui, encore une fois, ben, les contacts humains sont super intéressants et importants là-dedans. Super. Merci beaucoup. Comme prochaine question, on aurait quelles ont été les étapes principales de votre parcours académique et professionnel? Je commence. Ben, moi, ça a commencé. Je vais parler de mes. Je trouve que parce que j'ai déjà fait des conférences un peu comme ça sur mon parcours, puis je trouvais ça important que les gens sachent ce qu'on a fait, mais d'un autre côté, je trouve que c'est tellement propre à chacun et chacune de les opportunités que moi j'ai eues ou qu'est-ce que j'ai pu faire, mais c'est certain que on n'a pas tous la même réalité, pas tous le même contexte, fait que c'est difficile de venir répliquer exactement la même chose. Mais bon, je vais y aller de façon générale quand même, là. Fait que moi, je pense que le moment le plus important de mon cheminement, ça a été au cégep. La première fois où j'ai mis le pied, j'ai fait mon cégep en sciences nat. J'ai mis le pied dans la classe de calcul intégral ou calcul différentiel, je sais plus, là. Puis j'ai toujours été bon en maths au secondaire, puis je pensais que je m'en allais là-dedans un peu. Puis je pense que c'est là où j'ai réalisé qu'il est comme, oh, OK, non, c'est pas ça que je veux faire. Puis j'ai fini mes sciences nat parce que je me suis dit, ben, quand je vais y finir, je suis dedans, là. Ouais. Mais rapidement, je me suis intéressé à, OK, je pense qu'il y a d'autres choses. Puis là, j'aimais beaucoup la philo. J'ai réussi à prendre un cours en psycho. Fait que tranquillement, pas vite, je m'enlignais vers, je pense que je m'en vais plus du côté humain. Après ça, bon, j'ai eu des cours de physiologie où là, j'ai vu un peu le cerveau. Puis j'étais comme, OK, non, c'est vraiment intéressant. Fait que je pense que le premier moment charnière a vraiment été au cégep où j'ai réalisé que comme, OK, non, je suis pas à ma place en sciences nat. On fait un petit changement de route. Ensuite de ça, bon, ben, j'ai fait mon bac en psychologie. Là, fait que pendant le bac, ben, c'est certain que je suis allé chercher de l'expérience dans différents domaines. Là, je trouvais ça vraiment important, comme j'ai dit tout à l'heure, de venir tenter ou toucher différents domaines pour voir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Parce que je trouve que c'est facile de dire « Ah, je pense que j'aime ça », mais si tu ne l'as pas essayé, tu ne peux pas le savoir. Fait que pendant le bac, je trouvais ça vraiment important pour moi d'essayer de... J'ai pris des cours dans d'autres départements, que ce soit en criminaux, en psychoéducation. J'ai pas pris en travail social, mais c'est tous des domaines connexes où, veux pas, il y a quand même des points qui se recoupent et que c'est pas juste... Je voulais pas que ça soit juste la psy ou juste la neuropsy ou rien. Parce que moi, je trouve que c'est quand même dangereux d'aller sur cette voie-là parce que rapidement, tu peux te retrouver déçu si ça marche pas. Là. Fait que je trouvais ça vraiment important. Puis, c'est ça, pendant mon bac, je pense que ça a été des gros moments, ça aussi, où je me suis donné le droit d'explorer, puis de voir, puis de rester ouvert un peu aux différentes expériences, puis de me dire que, comme, c'est ça, c'est pas la neuro ou rien. Fait que, c'est ça, pendant le bac, j'ai pris plusieurs cours dans différents départements. Mais après ça, je suis allé chercher l'expérience clinique et recherche de façon X, Y, Z. Là, je trouve que c'est... Ben, je sais pas si vous voulez que j'en parle un peu plus de ça ou pas vraiment. Ben oui, absolument, on peut y aller. Là, oui. Ça peut être vraiment intéressant. OK, bon ben, en lien avec... c'est sûr que moi, j'ai eu un background pendant le bac très recherche parce que, bon, à l'UDM, j'ai fait mon bac à l'UDM, il y a beaucoup d'opportunités en recherche. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant beaucoup. Là, fait que c'est certain que j'ai contacté plusieurs profs pour essayer d'intégrer des labos de recherche. Puis ça, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est de ne pas avoir peur de sortir du département de psycho. Je sais qu'à l'UQAC, je connais un peu moins les départements, mais il ne faut pas avoir peur de sortir du département parce que, par exemple, les expériences de recherche, de la recherche, tu en fais en psycho, mais tu peux en faire en kin aussi ou en travail social, en psychoéducation, peu importe. Les bases de la recherche sont les mêmes. Après ça, le sujet va peut-être varier un peu, mais en tout cas, les bases sont les mêmes. Fait que je trouve ça important de faire ça. Fait que j'ai intégré un labo de recherche sur les psychotraumas. Puis de là, après, plusieurs expériences sont venues qui ont été très pertinentes pour moi. Là. Fait que ça a été comme pas mal mon bac. À la fin de mon bac, je me trouvais pas prêt. Puis je me sentais pas mature, pas prêt. Puis je pense pas que mon dossier aurait été compétitif de toute façon pour appliquer au doctorat.
Puis je me suis dit, ben écoute, je vais me donner le temps. Je vais me donner le temps de prendre l'expérience, prendre la maturité, puis de me respecter un peu là-dedans. Je trouvais ça vraiment important. Fait que j'ai décidé à la place de faire justement une maîtrise. Ma maîtrise, vous allez peut-être être surprise, là, je l'ai faite en sciences de la vision à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Ça aussi, c'est un point que je peux aborder tout de suite, là, mais c'est certain que pardon, toutes les, tous les, tu sais, quand on pense à une maîtrise, on va se dire, je vais faire une maîtrise en psycho parce que c'est la suite logique des choses. Encore une fois, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, où de la recherche, tu peux en faire sur plein de sujets. Les bases sont les mêmes. Fait qu'une maîtrise en sciences, que ce soit en sciences de la vision ou en psychologie, au final, tu te spécialises beaucoup sur ton projet de recherche au final. Fait que ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une prof en sciences de la vision, mais qui me permettait de faire de la recherche qui touchait un peu plus à la neuropsy. Donc, mon projet de recherche, ça portait sur la maladie de Parkinson, puis on faisait l'évaluation des fonctions cognitives et viso-perceptives. Et on faisait aussi un entraînement avec des jeux vidéo et l'activité physique avec les gens qui ont la maladie de Parkinson. Donc, c'était super intéressant, puis ça m'a permis justement d'aller chercher maturité, l'expérience qui ont fait en sorte que à la fin de cette maîtrise-là, là, je me sentais plus prêt à appliquer au doctorat, puis me voici maintenant en deuxième année à Chicoutimi. Fait que voilà. C'est vraiment intéressant de nous permettre de voir que notre parcours n'est pas obligé d'être linéaire, c'est pas nécessairement tranché, qu'on peut être multidisciplinaire, d'aller dans plusieurs domaines. Je trouve ça vraiment intéressant là, de voir un parcours puis que tu le témoignes aussi là, de cet aspect-là. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Je peux continuer. C'est intéressant parce que moi non plus, je dirais que mon parcours n'est pas tout à fait linéaire. Par contre, il est très différent là, de celui de Romain, puis il est beaucoup moins diversifié, mais quand même, il y a certaines particularités. Moi, pour vraiment présenter mon parcours, j'aurais envie de revenir plus loin avant les études collégiales, vraiment études secondaires, voire même primaires. OK. Parce que ce qui est intéressant quand même dans mon parcours, c'est que si on remonte à cette époque-là, je pense que personne n'aurait cru ou anticipé que j'allais un jour faire un doctorat. Disons que durant mes études secondaires et primaires, j'étais vraiment pas le type d'étudiant qui avait beaucoup d'intérêt pour l'école et de la facilité. Je dirais en fait que surtout mes difficultés étaient beaucoup liées à mon manque d'intérêt. Mais disons que c'est ça, j'étais vraiment quelqu'un qui détestait l'école, qui était pas du tout investi, qui avait vraiment des notes qu'on pourrait dire presque médiocres. J'étais souvent en échec ou à la limite d'échouer. Puis je dirais que cette tendance-là s'est vraiment maintenue tout au long de mon secondaire jusqu'au début de mes études collégiales. Quand j'ai débuté au cégep, je me suis un petit peu lancé dans un programme sans trop savoir pourquoi ni où j'allais. Donc, j'ai décidé de commencer en gestion de commerce. Puis j'ai fait une première année dans ce programme-là. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. J'étais encore un petit peu dans le même pattern, j'ai envie de dire, où bon, j'allais à l'école pour aller à l'école sans trop savoir pourquoi sans vraiment m'y investir. Puis finalement, j'ai décidé de changer pour les sciences humaines parce que je voyais que ce programme-là me convenait pas. Puis le déclic pour moi, c'est vraiment fait justement lorsque j'ai eu mon premier cours de psychologie. Donc en fait, j'ai eu un professeur qui était vraiment un enseignant qui était vraiment passionné puis qui était super intéressant. Puis pour moi, il a vraiment su me transmettre, là, si on veut, sa passion. Puis ça a vraiment été à ce moment-là un déclic pour moi où je me suis dit bon, ben, je veux faire ça, je veux aller en psychologie, j'aimerais ça être neuropsychologue parce que justement, il y avait eu un cours qui touchait à la neuropsy, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis c'est vraiment à ce moment que j'ai changé un petit peu là, ma manière, si on veut, d'aborder les études. Donc, j'ai vraiment décidé là, du tout au tout de commencer à m'investir puis à vraiment me donner, si on veut, dans mes études avec cet objectif-là. Puis c'était drôle parce qu'au début, mes proches t'étaient pas trop sûrs en me voyant aller. Ils se demandaient, t'es sûr? C'est vrai, c'est un doctorat, c'est beaucoup d'années d'études. T'arrêtes pas de dire que t'aimes pas l'école. Puis j'étais vraiment motivé. Je me disais, non, je vais le faire, je vais y arriver. Puis, c'est ce que j'ai fait au début. En fait, c'est ça, j'ai commencé à m'investir au cégep. J'ai vu mes notes commencer à monter. J'ai développé des techniques d'études, ce que j'avais pas du tout. Jusqu'au moment de débuter mes études universitaires. Encore une fois, en raison du fait que j'avais changé de programme au cégep, j'ai comme eu un parcours un petit peu atypique où j'ai terminé comme mon cégep en 2 ans et demi. Ce qui fait que j'ai commencé à l'université à la session d'hiver. Donc, j'ai pas commencé directement au bac. J'ai commencé l'équivalent d'étudiant libre un petit peu. Là. J'ai fait quelques cours en psychologie avant de basculer au bac. Donc, ça m'a permis un petit peu de faire une entrée quand même douce dans le milieu universitaire vu que bon, je commençais à être plus investi dans l'école, mais j'avais pas encore les meilleures techniques de travail. Donc, je pense que ça m'a vraiment
été bénéfique parce que ça m'a permis de prendre plus de maturité. Moi aussi, peut-être que je gagnais à ce niveau-là de prendre plus de temps. Puis ça a été aussi utile durant mon bac parce que ça m'a permis d'avoir des sessions. J'ai vu que j'avais fait une première session, je prenais des sessions à 4 cours pour la majorité de mon parcours, ce qui a aussi été un avantage. Puis c'est ça, à partir du moment où j'ai débuté mon bac, là, mon parcours a été assez linéaire. Moi aussi, je me suis beaucoup investi dans différents projets parascolaires, équipes de recherche, mais sinon, un parcours assez typique, j'ai envie de dire. Ben merci beaucoup. Je trouve ça encore une fois très intéressant. Des fois, on idolâtre un peu les gens qui vont au doctorat en se disant ils ont un parcours vraiment typique, vraiment linéaire. Puis oui, ça existe des parcours comme ça, puis c'est bien correct, il y en a aussi. Mais de voir qu'il y a des parcours qui sont différents, puis que c'est des gens quand même qui atteignent le doctorat, ben je pense que c'est vraiment le fun de voir justement vos parcours de vous deux ici. Pour poursuivre, on peut changer un petit peu de catégorie, si on peut dire comme ça. On va parler plus précisément là, du programme, donc du doctorat en neuropsychologie clinique en tant que tel. Donc, premièrement, je pourrais vous demander, c'est quoi la structure, si on veut dire, puis la durée de votre programme? Le programme est de... nous, on fait un doctorat en psy clinique, en neuropsy clinique. Donc ça, ce que ça fait en sorte, c'est que c'est un doctorat qui est structuré sur 4 ans, dans lequel on va avoir 3 ans où c'est plus vraiment des cours et des stages qui sont en présentiel. Quand je dis en présentiel, c'est à l'UQAC. Puis après ça, on va avoir la dernière année, donc la 4e année, où là, on va tomber en internat. Donc ça, c'est 1 an où tu tombes sur un milieu de travail XY là, que tu arrives à trouver. Tu as comme t'as des demandes d'internat à faire, là, un peu comme les demandes de doc, mais pour un milieu d'internat, où là, on passe vraiment 1 an à travailler 40 heures semaine. Là. Fait que c'est pas mal ça, la structure. Là. Je sais pas si je passe à côté de quelque chose. Ou... Je pense que tu fais un très bon résumé. Donc, on a déjà fait le tour pas mal. Parfait. Il y a un essai, projet de recherche aussi, là, un essai de 26 crédits. Fait que c'est ça, c'est vraiment mener un projet de recherche là, de A à Z. OK, c'est bon. Super. Donc, on se demandait aussi, là, c'est quoi les universités au Québec où il est possible de suivre le programme de neuropsychologie au doctorat? T'es peut-être plus à jour que moi là-dessus, mais à deux, on va peut-être essayer de les trouver. Au meilleur de vos connaissances. Là. Parce que moi, j'ai juste fait mes applications à l'UQAC, j'ai pas trop regardé les programmes, donc je suis pas... OK. Ben, au moins, on a l'UQAC. Oui, ça, c'est sûr. On a l'UDM, ça, c'est certain aussi. UQAM aussi. Oui. On va avoir, je pense qu'à Trois-Rivières, ils donnent aussi le programme. À Rimouski, ils viennent d'ouvrir, je pense que la première cohorte a commencé la dernière année, ou du moins cette année. Là, j'ai dit... Sherbrooke ne le donne pas, si je ne me trompe pas. Non, effectivement. Puis pour les universités anglophones, par contre, ça, je sais que la structure du programme est un peu différente, fait que je ne pourrais pas le dire. Là. ULaval, je sais pas si... Oui, L'Université Laval à Québec, effectivement, le donne aussi. C'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça. Parfait. On n'est pas si pire, finalement. Merci, ouais, c'était vraiment bon. On se demandait plus précisément, plus par rapport à l'UQAC, là, vu que c'est la place où vous avez fait justement vos demandes, là, quelles sont dans le fond les conditions d'admission ou le processus en tant que tel d'admission? Oui, on peut y aller. C'est un gros processus quand même. Bien, j'essaie de me remémorer. Vous voulez vraiment savoir c'est quoi les étapes pour être admis, dans le fond, Oui, c'est ça, Okay. exact. Bien, il y a un premier volet pour être admis vraiment qui va être tout ce qui est les notes, là, donc les notes académiques. Donc, si je ne me trompe pas, ça compte pour environ 50%. Peut-être tu peux me confirmer. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien 50. Fait que 50% les résultats académiques. Par la suite, il y a aussi un volet qui va être tout ce qui est les expériences là, qu'on va avoir acquises durant notre parcours. Donc, si je ne me trompe pas, il y a 3 principales branches qui sont les expériences en relation d'aide, les expériences en recherche, puis les expériences en enseignement. Il y a aussi un volet où on considère toutes les autres expériences en lien avec la psychologie qui peuvent être pertinentes, qui permettent de développer des compétences qui peuvent nous servir à titre de professionnel. Donc, c'est ça, il me semble que c'est les principales branches avec ça. Bon, tout ce qui est les bourses, les publications scientifiques et autres. Donc, ça, si je ne me trompe pas, ça constitue un autre 25 points sur 100. Puis, enfin, le dernier 25% va être complété par une entrevue qui va être réalisée avec 2 professeurs et un superviseur de stage, si je ne me trompe pas. Ouais, je me souviens qu'il était 3 dans la salle. Je Ouais, me souviens pas ça. de grand-chose pendant mon entrevue, mais je sais qu'il était 3. Exact. Donc, c'est une brève entrevue, en fait, qui vise vraiment à ce que le programme puisse connaître un petit peu la personne, voir un petit peu ses compétences interpersonnelles. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait un total de 100, puis c'est les points là, qui sont alloués pour l'admission.
OK. Puis moi, j'ai une question par rapport à ça. L'entrevue, c'est-tu stressant? T'sais, comment ça se passe? T'sais, vous me dites que c'est court, mais en gros, c'est-tu quelque chose de stressant ou bien ils sont assez relax, mettons? On peut partager nos Oui, expériences oui. propres à chacun. Moi, c'est sûr que en soi, c'est des psychologues qui sont devant toi, fait qu'ils s'assurent quand même de te mettre à l'aise, mais d'un point de vue personnel, c'est sûr que tu rentres là puis tu te dis, c'est un peu ton... Sans mettre de pression, mais c'est une bonne partie de ton futur C'est qui est un ça. peu décidé. Mais d'un autre côté, Philippe l'a bien dit, c'est 25 points au final. Hein. Fait que, tu sais, c'est pas tout ton dossier qui repose juste sur cette entrevue-là. Mhm. Mais c'est certain que c'est stressant, là. Juste parce que même si, comme je dis, les profs étaient super rassurants quand tu OK. rentres dans la salle, ça reste quand même que toi, personnellement, envers toi-même, mais tu te mets une pression un peu de C'est ça, bien c'est ça. performer. Là. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi, quand même, je dois admettre que j'ai trouvé que c'était très stressant quand même comme expérience. T'sais, moi, comment je le vivais, c'était que j'avais comme l'impression que ben, les 20-30 prochaines minutes allaient comme. C'était là que ça jouait, puis ça pouvait tout, entre guillemets, compromettre tout le travail que j'avais fait dans les dernières années, ce qui n'est pas nécessairement vrai parce que, comme Romain l'a dit, bon, ça vaut uniquement 25 points, puis il n'y a pas que ça qui compte, mais il demeure que oui, c'est stressant. Mais tu sais, je pense aussi que cette entrevue-là aussi est faite d'une manière où ils ne cherchent pas à ce que tu te plantes ou à ce que tu te trompes. Le but, je pense, c'est vraiment de te connaître, de voir un peu c'est quoi ta couleur, c'est quoi la personne que tu es. Donc, moi, quand on m'avait dit ça un petit peu, je pense que ça m'avait un petit peu apaisé mes craintes. OK. On dirait parce que c'est ça, je savais, c'est pas comme un examen où il y a une bonne puis une mauvaise réponse. C'est vraiment voir ce que tu penses commenter. Fait que pour ça, je pense que ça va être un petit peu moins stressant, mais il demeure que c'est quand même une grosse étape là, dans le parcours d'admission. Mais c'est important ce que tu dis là parce que je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais, je pense que le processus en soi de l'entrevue n'est pas. Les profs n'essayent pas de te mettre une colle, comme tu dis, là, c'est vraiment pas ça. Mais c'est juste, je pense que on se met cette pression personnelle de bien performer. Mais fait que à ce niveau-là, je pense qu'il y a une grosse partie qui nous appartient à nous-mêmes de tempérer un peu tout ça puis se dire que ben, au pire, si ça plante, ben, il y aura une autre année ou peut-être ça va marcher quand même. Ouais. Le, la façon que c'est fait, c'est pas fait pour te pogner. Mais c'est sûr que c'est stressant quand même. Là. OK. C'était intéressant. Merci beaucoup. Je me demandais un peu à ce niveau-là comment ça se passait. Merci. Ouais, non, puis si je peux rebondir aussi ce que tu dis, moi, il y avait un professeur qui m'avait dit ça par rapport aux entrevues, puis ça m'a rassuré aussi parce que moi, demain, que je me posais quand même des questions par rapport à ce processus-là, puis justement, l'aspect, je me disais, c'est frustrant de voir que toutes les centaines, les milliers d'heures qu'on met tout au long de notre parcours vaut autant que les quelques minutes de cette entrevue-là. Puis ce que le professeur m'avait répondu, puis je trouvais que ça faisait vraiment du sens, il disait, mais en même temps, c'est tes expériences qui te préparent à l'entrevue puis qui vont faire que tu vas arriver avec des connaissances, un bagage, une confiance. Fait que je pense que c'est ça. Oui, c'est une entrevue qui est stressante, auquel on ne peut pas vraiment se préparer, mais en même temps, notre parcours puis toutes les expériences, les connaissances qu'on va acquérir vont faire qu'on va arriver puis qu'on va être prêt à bien réussir. Fait que, au final, ça se fait bien, même si demeure que c'est un petit peu inconfortable là, comme expérience. C'est intéressant comme vision de la chose, de le voir comme une continuité de je rentre au bac, je fais des expériences, puis pas de le voir comme j'applique quelque chose à mon dossier pour avoir de l'écriture noir sur blanc quelque part dans un document, mais non, ces expériences-là, il faut que j'en retire des choses, j'en retire des expériences, des apprentissages, puis qui vont me servir justement tout au long du parcours, puis même possiblement à l'admission là, ou pas, là, ou même dans d'autres programmes si finalement on va ailleurs, mais c'est intéressant là, comme vision de voir comme ça. C'est un moment aussi où je trouve que c'est un des seuls moments où tu peux vraiment montrer quitter. Il y a des expériences qui vont définir, comme tu dis, un peu beaucoup quitter dans tout ça, mais ça reste que le seul moment où tu peux vraiment démontrer quitter, c'est dans ces 15-20 minutes-là. Fait qu'il faut voir ça aussi comme une opportunité de dire comme hey, ben, je me présente moi en ce moment. Puis de se faire confiance dans ben, si je suis rendu là, à cette étape-là, c'est parce que j'ai acquis des expériences qui me qualifient ou qui font en sorte que j'ai quand même les capacités d'être là. Fait que c'est de se faire confiance là-dedans puis de se dire ben là, je vais montrer qui je suis au travers de tout ça. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Absolument. Ben, on vient d'en parler un petit peu, là, je pense, par rapport notamment à l'entrevue, mais on se demandait si vous aviez des conseils pour un étudiant qui voudrait justement rentrer au doctorat par rapport au processus d'admission général. On vient de parler beaucoup de l'entrevue, je pense, mais juste par rapport aux expériences, etc. Personnellement, ben moi, je pense que ben Philippe l'a mentionné au début, mais je pense qu'il y a l'aspect, c'est de se respecter son rythme. C'est vraiment important. Respecter son rythme puis rester vrai avec soi-même aussi dans son parcours. Je trouve que c'est pour ça qu'en début d'entrevue, en début de podcast, puis je pense que Philippe disait la même chose aussi, là, ça ne sert pas à grand-chose de dire les expériences spécifiques que nous, on a fait parce que ça va tellement varier d'une personne à l'autre. Puis je trouve que c'est là où c'est important aussi d'avoir un parcours qui est un peu à ton image, de façon que ben, si tu as des intérêts pour quelque chose, vas-y là-dedans, va chercher. Il y a toujours moyen d'aller chercher l'expérience qui est pertinente d'une façon ou d'une autre là, dans un domaine qui t'intéresse.
Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important de se personnaliser un peu le parcours dans lequel... tu sais, c'est sûr qu'il y a les grandes lignes de comme il faut que tu ailles chercher l'expérience en recherche, l'expérience en clinique, puis tu avais dit autre chose que j'ai En enseignement. en enseignement. C'est sûr que tu as comme ces grands points-là, mais c'est vague quand même. Là. Fait qu'il y a moyen d'aller chercher des choses qui nous correspondent dans chacun de ces domaines-là. Là. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important je pense, c'est ça, de se personnaliser un peu ce parcours-là. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, Romain. Puis si je peux faire du pouce là-dessus, je pense aussi ce qui est important, ou du moins ce qui a été vraiment bénéfique pour moi, c'est de. Oui, il faut faire des implications, mais je pense que c'est important de trouver des implications qu'on aime faire puis qui sont parlantes pour nous, puis qui sont motivantes. Parce qu'en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui a fait que j'avais le goût de continuer de m'impliquer. Ça ne me coûtait pas de faire des heures de bénévolat parce que c'était les projets dans lesquels je croyais, que j'aimais les tâches que je pouvais faire. Donc, pour moi, ça a vraiment été quelque chose, je pense, qui m'a aidé à autant m'investir. Puis je dirais que c'est positif quand on peut faire des choses qu'on aime avec des personnes avec qui on s'entend bien, qu'on a du plaisir à travailler, parce que je pense que ça contribue à créer vraiment un sentiment d'appartenance avec notre université. Puis encore une fois, je pense que lorsqu'on a ce sentiment-là, ça nous tente encore plus de nous investir. Donc je dirais que c'est un petit peu une roue là, qui tourne et qui vient positive. Sinon, un autre conseil que je donnerais, je pense, puis qui peut être en quelque sorte un piège dans le cadre du baccalauréat en psychologie et du processus d'admission, c'est de toujours garder en tête l'objectif primaire quand on cherche à faire des heures et des implications. Je pense que c'est facile de tomber dans le piège de dire je vais faire des heures pour combler la case. Mais je pense que c'est important de toujours se garder en tête que le but qu'on fait ça, c'est d'apprendre, c'est de développer des compétences, un bagage qui va nous servir tout au long de notre vie. Puis oui, au final, il va y avoir la conséquence la conséquence secondaire de OK, il va y avoir des heures à mettre sur notre dossier. Mais c'est ça, je pense que c'est important de garder ce mindset-là parce que c'est ça qui va nous permettre de tout le temps nous investir dans ce qu'on fait puis chercher à aller plus loin, à nous améliorer puis pas juste le faire pour aller, c'est ça, accumuler les heures, j'ai envie de dire. Il y a aussi, puis c'est quelque chose que j'ai fait personnellement, là, c'est pas avoir peur d'appliquer ailleurs. Là. On vend l'UQAC beaucoup parce qu'on est à l'UQAC, là, puis je suis d'accord avec ça, mais il y a d'autres universités, on les a mentionnées avant. Il ne faut pas avoir peur de changer de région. Si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire, 4 ans, ça passe quand même vite. Là, puis au final, c'est plus 3 ans parce que, comme je dis, la dernière année d'internat, il y a moyen de le faire ailleurs que dans la ville où tu fais ton doctorat. Fait que il y a ce bout-là où 3 ans, ça passe quand même vite. Ça peut être un beau défi. C'est sûr que ça engendre d'autres complications et d'autres défis, mais il ne faut pas avoir peur d'aller regarder dans les autres universités ce qui se passe parce que c'est possible de le faire, vraiment. Puis le dernier point que je trouve important aussi d'aborder, je pense que ça paraît pas, puis je pense que tu l'as dit tantôt, là, c'est sûr que quand tu regardes des gens au doctorat, tu te dis c'est des gens qui ont réussi peut-être, puis que tout va bien pour eux, mais le nombre de non que j'ai eu, le ratio non-oui que j'ai eu, là, ça penche beaucoup plus du côté du non que du oui, là, dans le sens où, moi j'aimais ça souvent dire avec mes amis des fois là, que ça me prend 7 non pour un oui. T'sais. Puis c'est se faire un peu avec cette idée-là parce que on pense que c'est ça, tu vois juste je suis rentré au doctorat, fait que c'est correct, mais ça m'a pris une couple de noms avant de pouvoir rentrer au doctorat. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis c'est frustrant de se le faire dire, puis c'est frustrant de recevoir un nom, mais ça va arriver des fois. Puis c'est peut-être pas nécessairement pour le doctorat, mais pour une demande de bourse, pour une demande de supervision quelque part, peu importe. Mais il va y avoir beaucoup de noms avant d'avoir un oui, puis ça fait partie de l'apprentissage. Puis je pense que c'est correct, ça forge aussi. C'est pas le fun, là, vraiment pas le fun. Mais ça fait partie du jeu aussi. Fait que je pense que c'est important aussi de garder ça en tête. Mais tu sais, puis je pense que peu importe le nombre de noms que tu vas avoir, tu sais, le but, c'est de garder le cap puis de continuer jusqu'à temps que ça tourne en oui, tu sais, puis c'est bien, je trouve, c'est une résilience vraiment, vraiment impressionnante pour vrai. Sinon, on voulait savoir, pourriez-vous nous décrire une journée typique en tant qu'étudiant au doctorat? C'est intéressant parce que moi et Romain, on n'est pas à la même étape dans notre parcours. Puis je pense que nos journées vont quand même être assez différentes, surtout parce que moi, je n'ai pas encore réellement commencé mes stages. Je pense qu'à partir de la deuxième année où les stages embarquent, ça change un petit peu la dynamique, mais je peux y aller. Une journée typique, difficile à décrire quand même parce que mes journées sont variables. Mais je dirais, si je parle un petit peu de mon horaire, c'est sûr que moi, actuellement, j'ai, si je ne me trompe pas, 4 cours plus un stage d'observation. Donc, quand même, encore beaucoup de travaux pratiques à faire. À cela, il s'ajoute l'essai. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup quand même soit d'alternance entre travaux à la maison et cours à l'école.
Si je parle actuellement, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de temps qui est investi dans l'essai. C'est quand même une charge considérable que ça demande. Moi, personnellement, je ne sais pas, Romain, toi, c'est quoi ta stratégie, mais moi, je sais qu'en début de session, ce que j'essaie de faire, c'est de profiter un petit peu de l'accalmie s'il y en a pour vraiment essayer d'avancer autant que possible pour c'est ça, par la suite, lors des moments plus chargés, de pouvoir mettre ça un petit peu de côté. Donc, c'est ça, je dirais que c'est quand même encore beaucoup assez similaire au bac au final, là, en termes de, pour le moment, en termes de à quoi ressemblent mes journées, là, avec un petit peu là, de visite à la clinique là, pour quelques stages d'observation, mais c'est ça, j'ai pas encore réellement commencé là, à ce niveau. Un peu moins d'examens quand même qu'au bac. Hein. Oui, c'est vrai. La structure des cours est quand même très différente. Là. Si on peut en parler un petit peu, peut-être, j'imagine que ça peut être intéressant. C'est sûr que la dynamique est complètement différente, les exigences sont complètement différentes. Déjà, en neuropsy, la particularité, c'est qu'on n'est pas beaucoup dans le programme. Souvent, c'est des cours à 3, à 4, dans les cours vraiment spécifiques en neuropsy. Donc, c'est vraiment différent et ça ressemble plus souvent à une table de discussion où on échange, puis que le professeur présente un peu de matière, on en discute. Donc, ça, c'est assez différent. Sinon, en termes de modalité d'évaluation, c'est ça. Il n'y a plus vraiment d'examen, du moins du par cœur. Ça, autant au bac, il y en avait énormément. Autant au doctorat, j'en ai pas encore fait. Puis je ne sais pas si je vais en faire. Souvent, les évaluations, c'est plus des travaux qui sont quand même plus pratiques, plus appliqués. Ce qui est vraiment le fun puis rafraîchissant un petit peu si on compare avec le baccalauréat. Puis il y a beaucoup aussi de présentations orales. Souvent, il y a des cours qui sont un petit peu sous format soit de séminaire ou bon, ben, c'est vraiment, il va y avoir les étudiants qui vont, si on veut, entre guillemets, donner une partie du cours, que ça va être eux qui vont présenter du contenu ou encore, c'est ça, des présentations qui sont assez longues, mais c'est assez le fun. Puis encore une fois, vu que tu es pour ceux, par exemple, que c'est présenté oralement, c'est quelque chose de plus stressant, la dynamique est vraiment différente. Puis le fait qu'on n'est pas beaucoup, c'est pas, on n'a pas l'impression de présenter devant plein de personnes, fait que ça se fait vraiment super bien. Donc c'est ça, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Romain. Ben non, pour ça, c'est très bien résumé. Là. Puis effectivement, les cours, je pense que ce soit en première année, deuxième année ou troisième année, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment d'examen de par cœur. On a certains travaux ou des examens, mais souvent, c'est à livre ouvert. Puis moi, je trouve ça bien, là, parce qu'à un moment donné, dans la vie réelle, on a toujours nos manuels à côté. Il faut être capable de réagir des fois, là, mais en tout cas, je trouve que c'est bien adapté. Puis effectivement, c'est beaucoup des gros travaux, des présentations dans la structure de cours. Puis moi, personnellement, c'est ça. Donc, on a les cours à gérer qui diminuent un peu au fur et à mesure. Donc, en première année, je pense que c'est là où on a le plus de cours. En deuxième année, c'est un peu moins pire. La première session, j'en avais 2. Là, cette session, j'en ai 3. Fait que bon, les cours, ils diminuent un peu. Par contre, c'est ça, on a le stage qui arrive dans tout ça, en plus de l'essai. Donc, on a les cours d'un côté, on a l'essai on trouve des trous dans notre horaire pour travailler dessus quand on peut. Puis, il y a le stage qui, ça, est un peu plus demandant. Puis, personnellement, je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant. Là. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'à partir de la deuxième année, dans le fond, à l'UQAC, on a une clinique universitaire de psychologie qui est juste en face de l'hôpital. Puis, dans cette clinique-là, dans le fond, c'est un peu comme au même titre qu'une clinique universitaire pour les dentistes ou pour la physio, là, dans le sens où tu as des vraies demandes de services par des clients. Puis ces clients-là sont au courant que le service est fait par un étudiant qui est supervisé par un professionnel. Donc, nous, on est supervisé par des neuropsy en arrière. Mais ce qu'on fait, dans le fond, c'est à chaque session, on a 2 clients attribués. Donc, on fait le processus d'évaluation neuropsy au complet. Là. Puis, comme on commence, bien, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail parce que on a l'apprentissage des tests à faire avant, on a toute la préparation de la rencontre, on a la préparation mentale aussi de se dire « Ouf, OK, là, je vois un client pour vrai. » C'est quand même des beaux défis. Fait que la première session de ta deuxième année est quand même chargée justement parce que c'est toute l'espèce de... C'est la logistique de faut que je me prépare mentalement à cette rencontre-là, mais il y a aussi tout l'aspect réviser ses tests. Après ça, ben, c'est de rencontrer tes clients. Donc, tu trouves des trous dans ton horaire. Généralement, c'est une rencontre semaine par client. Donc, on peut avoir 2 rencontres par semaine avec nos 2 clients. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Après la rencontre avec tes clients, mais c'est sûr que là, il y a tout l'aspect cotation de tes tests aussi. Que ça aussi, il faut que tu le fasses, mais il faut que tu l'apprennes aussi en même temps. Donc, il y a tout ce bout-là où je pense qu'il y a des grosses adaptations il y a beaucoup de travail qui se fait par toi-même au travers de tout ça. Une fois que tes tests sont cotés, que tu as préparé un peu ton cas, bien, généralement aussi, on a une rencontre de supervision par semaine. Donc, ça, c'est une rencontre dans laquelle on va avoir, on a tout le temps un neuropsy qui est attitré à nous, un ou une neuropsy. Donc, pendant cette rencontre-là, on discute de nos cas avec ce ou cette neuropsy.
Puis on choisit un peu le plan de match pour la semaine qui suit après pour qu'est-ce qu'on fait dans notre prochaine rencontre. Donc ça ressemble beaucoup à ça. C'est quand même beaucoup de boulot, mais c'est quand même vraiment intéressant aussi parce que finalement, on touche à ce qu'on voulait faire après tant d'années d'études. Là. On arrive enfin à... C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça la partie stage qui est vraiment intéressante. Puis, tu sais, c'est de moins en moins pire d'une année à l'autre, là, dans le sens où, tu sais, un coup que tu connais mieux tes tests, mais c'est comme plus facile. Tes préparations, tes rencontres sont plus simples. Puis, ben là, ça coule un peu plus... on se la coule un peu plus douce, façon de parler, là, mais ouais, c'est ça. C'est moins stressant. Je suis curieux, je pose la question pour moi aussi parce que je ne sais pas. J'imagine que ça va être intéressant pour les autres aussi. Je pense que la première session de deuxième année doit être une grosse période de transition, puis justement, comme tu dis, qui nécessite beaucoup d'adaptation. Mais déjà, toi qui es à ta deuxième session de stage, est-ce que tu vois que c'est déjà plus différent ou plus facile un petit peu de se remettre dans le bain? Oui, 100% en termes de stress, parce que, tu sais, on commence là, puis on a le syndrome de l'imposteur. Là. Tu te dis, hey, je suis qui, moi, pour recevoir cette personne-là dans le bureau, puis j'agis en tant qu'étudiant en neuropsy, mais j'agis quand même comme un neuropsy. Fait que c'est sûr que la première session, c'est une grosse boule en lien avec ça, puis ça, je l'ai moins. Donc, c'est sûr que tu es beaucoup plus à l'aise avec les... Parce que, tu sais, j'en ai pas parlé, mais il y a toutes les procédures aussi de la clinique en soi qu'il faut que tu apprennes. Tu sais, les logiciels qu'il faut utiliser pour rentrer traînant. En tout cas, il y a plein de choses que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés en même temps. Fait que, effectivement, quand tu arrives à ta deuxième session, c'est moins stressant vraiment. Par contre, c'est sûr qu'en termes d'apprentissage, on en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Au final, tu as juste vu 2 personnes. Fait que, tu sais, les tests, tu les connais pas tous, puis tu n'as pas fini de les connaître. Là, même, je pense qu'après 20 ans de carrière, on n'aura pas fini de connaître des tests. Fait que, mais oui, effectivement, c'est moins stressant à partir de la deuxième session. Super, merci. C'est super intéressant de voir que c'est beaucoup pratique, là, puisque le bac il est très, très, très théorique, là, à part quelques cours, mettons, relation d'aide, des choses comme ça, ou le stage. Là. Mais c'est intéressant de savoir ça. Puis je pense que vous avez l'air à vraiment aimer ça. Fait que ça nous donne le goût à nous Vraiment, aussi. vraiment pour vrai. Ouais, non, moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais hâte de commencer le doctorat pour ça. Je trouvais, oui, comme tu l'as dit, le bac est très, très théorique. Puis c'est long quand même 3 ans à avoir des cours. Fait que moi, j'avais vraiment hâte justement de pouvoir commencer puis me sentir que oui, c'est plus pratique. Puis au final, je suis vraiment pas déçu. Là, jusqu'à là, c'est vraiment rafraîchissant là, comme changement. Ah, ben c'est le fun d'entendre. Mais Ça a l'air très tu sais, cool. moi, je trouve ça particulier de se dire, tu sais, la neuropsy, c'est très spécifique, puis c'est difficile d'aller chercher l'expérience qui reproduit exactement ça, puis en fait, tu peux pas vraiment, là. Fait que moi, c'était stressant aussi, je trouvais, parce que j'étais comme, hey, imagine, je commence mon stage, là, puis finalement, là, j'aime pas ça. Ouais. Imagine. Mais finalement, c'est pas arrivé, là, mais c'est quand même quelque chose que tu te dis, tu sais, je l'ai jamais vraiment appliqué, fait que ouais, il y a ce bout-là aussi où tu explores puis tu es comme, hey, j'espère que je vais aimer ça. Il y a comme cette pression-là. Généralement, si tu t'es rendu là, c'est parce que tu t'es pas trompé puis tu aimes ça, mais il y a quand même ce petit doute-là de comme, hey, j'ai fait tout ça d'études, j'espère que je vais aimer ça. Puis je sais pas si tu avais eu cette impression-là, parce qu'on n'a pas eu le même parcours au bac. Fait peut-être tu avais une base différente, mais moi aussi, j'avais vraiment l'impression d'avoir tout à apprendre en neuropsy, étant donné que le bac est quand même, on va se le dire, beaucoup plus orienté psychiné. Donc moi, quand je suis arrivé, j'avais vraiment l'impression de rien savoir en neuropsy. Puis même après une session, j'ai encore un petit peu cette impression-là de j'ai tellement à apprendre. Puis je pense que plus on en apprend, plus on se rend compte qu'il nous reste à apprendre. Donc, tu sais, c'est vraiment quand même... Ça peut être un petit peu intimidant, mais en même temps, c'est vraiment stimulant. Puis je pense que ça donne le goût de s'investir encore plus là, pour en apprendre davantage. Donc, au final, c'est vraiment agréable. Je suis 100% d'accord. Moi, je pense que c'est ma phrase que je me dis une fois par semaine pour me rassurer. Là, plus je comprends, moins je comprends. Je pense que c'est tout le temps ça. Là, honnêtement, c'est vrai. Effectivement. Ouais. Vraiment. Pas poursuivre, on peut rebondir un peu là-dessus pour vous demander, dans le fond, selon vous, ça serait quoi les compétences les plus importantes, si on peut le dire comme ça, pour réaliser, pour persévérer là, dans le doctorat en neuropsychologie? Je pense que le premier mot, tu l'as dit, persévération. Moi, c'est la résilience. Là. C'est des longues études. Il va y avoir des hauts, des bas. Puis je pense qu'au travers de tout ça, c'est d'être capable de persévérer puis de garder le cap un peu. Moi, je trouve que c'est pas facile. C'est des gros défis. Puis pour que ce soit un défi, il faut que ce soit pas facile, justement. Donc, moi, je pense que la résilience, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Puis au travers de tout ça, être capable d'avoir une certaine flexibilité aussi, puis capacité d'adaptation, parce tu te retrouves généralement beaucoup dans des positions où tu sors de ta zone de confort. C'est stressant. Fait que c'est d'être capable de jongler avec tout ça, puis être capable de t'adapter. Moi, je trouve que c'est deux qualités qui sont quand même vraiment, vraiment importantes pour le doc. Je suis vraiment d'accord avec toi. Des qualités, je pense, ça en prend plein.
Si je pense, oui, tout ce qui est la persévérance. Je pense aussi que ça prend vraiment une certaine curiosité intellectuelle, le désir d'apprendre, de vouloir aller plus loin. Je pense que dans le doctorat, encore plus qu'au bac, on est amené beaucoup à faire nos lectures, aller nous-mêmes chercher l'information qui nous manque, répondre à nos questions. Donc, je pense que ça prend cette capacité-là, mais aussi cet intérêt-là de constamment vouloir aller plus loin dans nos apprentissages. Sinon, des qualités. J'en ai une autre. Ouais, vas-y, je vais y penser. Moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect, puis on est dans ce domaine-là pas pour rien aussi, là, il y a toutes les capacités interpersonnelles qui sont vraiment, vraiment importantes, que ce soit dans le cadre de ta pratique, mais aussi dans le cadre de ta cohorte. Veux pas, là, c'est qu'on est 10, parce que tu vas avoir neuropsy et psy ensemble, donc on est 10 au total, qu'on suit pour les 4 prochaines années de notre vie, puis veux pas, on est beaucoup, beaucoup en interaction, puis c'est vraiment important d'être capable de bien échanger, que ce soit tes idées, tes opinions. Je trouve que ça reflète aussi le fait que, ben, au final, dans ton milieu de travail plus tard, là, c'est pas vrai là, que ben, il y en a certains au privé qui sont capables qui travaillent tout seuls dans leur bureau, mais la majorité du temps, tu es en inter ou en multidisciplinaire où tu travailles avec d'autres professionnels. Je trouve que c'est vraiment important aussi d'avoir ces capacités-là de bien communiquer ton opinion ou tes idées, puis de garder une dynamique dans l'objectif de garder une dynamique de groupe qui est comme saine. Je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Il y avait ça que je trouvais important. Non, c'est vraiment intéressant. Puis, si je peux rebondir, il y a beaucoup de cours quand même au doctorat où il y a une place pour la réflexion, pour échanger. Puis souvent, ben, que ce soit par exemple en éthique ou autre, ben, il y a un volet qui est valeur qui est très important où nos valeurs personnelles vont beaucoup orienter quand même notre réflexion, notre manière de voir les choses. Puis souvent, ben, on peut se rendre compte justement que ben, on n'a pas les mêmes valeurs ou on n'a pas les mêmes priorités qu'une personne. On voit la situation d'un angle différent. Puis ben, je pense justement un petit peu comme Romain l'a dit, je pense que ça nous amène vraiment à développer notre capacité justement à composer avec ça, ce qui n'est pas nécessairement facile. Puis, je pense que c'est des compétences qui sont importantes à développer parce que, comme tu l'as dit, tu es dans des milieux où il y a des équipes multidisciplinaires. C'est certain qu'on va travailler avec des professionnels qui n'auront pas nécessairement la même vision que nous. Donc, d'apprendre à composer avec ça, là, je pense que c'est vraiment pertinent de le faire. Puis oui, je pense que c'est une compétence là, qui est nécessaire là, dans notre domaine. J'en avais une dernière là, que je trouve qui est important parce que depuis le début, on a parlé de résilience, de flexibilité. On dirait que ça sonne vraiment comme si c'est l'enfer, entre guillemets, faire le doc, alors que c'est pas le cas. Là, mais c'est sûr que on est dans un domaine qui est quand même sérieux. Mais je trouve que c'est important d'être capable de se détacher des fois de ça, puis d'être capable de. Moi, j'avais noté sur ma feuille là, l'humour, mais d'être capable de rire de soi, de dédramatiser un peu certaines situations. C'est pas pour. C'est pas pour minimiser la profession, rien de là. Là je trouve que juste il y a des moments où on navigue beaucoup au travers des différentes problématiques des personnes, puis c'est un peu. On s'attend à ça. Mais d'un autre côté, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de se détacher de tout ça, puis d'être capable de vivre aussi à l'extérieur, puis d'être capable de rire de certaines situations, que ce soit avec tes collègues, avec tes amis, juste de dédramatiser des fois, parce que je trouve qu'on peut rapidement tomber dans une spirale où ça devient tout très, très, très sérieux, trop. Puis moi, en tout cas, personnellement, j'aime pas ça quand c'est trop sérieux, trop souvent. Fait que oui, c'est important c'est une profession qui est importante, puis moi, je pense qu'il est sérieuse, mais c'est ça, d'être capable de dédramatiser, puis de sortir son fou des fois un peu, je trouve que c'est important. Oui, ça doit enlever la pression un peu aussi. C'est important. Trop de pression, c'est pas mieux que pas assez. Oui, vraiment. Puis on apprend à devenir des professionnels, veut pas, ça incombe forcément le fait de faire des erreurs, de tomber parfois, puis d'être capable de se relever. Puis oui, comme tu le dis, je pense que la capacité d'être capable de, toujours dans l'optique de vouloir faire du mieux qu'on le peut, d'essayer d'apprendre au maximum de ce qu'on peut, de dédramatiser, puis de dire, bon, ben j'ai fait une erreur, je la referai plus, puis comment éviter ça, puis sans trop mettre l'emphase sur ça, je pense que oui, c'est quelque chose d'important qui n'est pas nécessairement toujours facile, là, mais oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être utile là, durant les études. Puis les erreurs, c'est ça. On en fait tout le temps des erreurs. Ben, là. Ça, tu peux pas l'éviter. Il n'y a personne de parfait, hein? Sinon, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui me passionne le plus? Je pense que c'est vraiment l'aspect un petit peu on en a parlé, mais de voir à quel point la psychologie, la neuropsychologie, c'est un domaine qui est vaste, puis il y a toujours moyen, il y a toujours des choses à découvrir. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que je trouve stimulant, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit dans nos travaux, dans notre projet de recherche, on peut toujours approfondir, aller plus loin, pousser notre réflexion. Puis je pense que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans ce domaine-là. C'est vraiment je trouve que c'est stimulant, puis ça me donne envie de tout le temps continuer de toujours vouloir viser plus loin. Donc, je dirais que c'est vraiment ce qui me passionne le plus, moi, j'ai envie de dire. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Là. C'est tellement vaste, puis ça s'applique à tellement de choses. Puis il y a moyen de
tu sais, c'est ça, je trouve on dirait que je me répète souvent, là, mais ça paraît très spécifique, la neuropsy, mais pour tomber dans cet aspect spécifique, il faut que tu prennes en contexte tellement faut que tu regardes tout le portrait derrière qui est extrêmement large. Fait que c'est tellement intéressant parce que chaque petit détail peut faire shifter un peu toute l'interprétation que tu peux avoir. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est un bon point. Puis il y a aussi moi, je trouve qu'on est quand même privilégié aussi de. Tu sais, il y a des gens les gens, ils viennent dans le bureau, là, puis ils s'ouvrent à toi comme. Tu sais, ils te laissent. Ils donnent accès à certaines périodes de leur vie qui sont vraiment pas nécessairement faciles. Puis je trouve que ça paraît. Ça paraît peut-être glauque à dire, mais c'est un privilège tu sais, que ces gens-là s'ouvrent à toi comme ça. Puis je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir naviguer au travers de tout ça avec la personne avec toi pour chercher à identifier où la problématique en soi. Là. Fait que, c'est un peu une job d'enquêteur ou enquêtrice sur une problématique neuropsy. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est ça, moi, je trouve que c'est le privilège puis une chance d'avoir des gens qui s'ouvrent à toi comme ça devant toi. Là. Je trouve que c'est touchant, moi, je trouve. C'est vraiment intéressant. Puis je me demandais, je fais un peu un rebond là, ce que vous aviez dit. Je sais qu'on en a parlé un petit peu précédemment, mais tu sais, comme vous avez dit que la personne se livre à vous, ce qui est intéressant, c'est vaste, mais mettons, c'est quoi qui vous a fait différencier de la psychologie, justement, de la neuropsychologie? C'est-tu plus par rapport aux fonctions cognitives? Je sais qu'il y a peut-être juste plus un jeu d'enquête ou bien... Je pense que effectivement, c'est plus spécifique. Tu sais, le neuropsychologue, lui, a comme l'acte, justement, de faire l'évaluation des fonctions cognitives puis l'évaluation des troubles neuropsychologiques. Fait que c'est à ce niveau-là que ça se différencie vraiment d'une évaluation en psy. Par contre, c'est certain qu'une évaluation neuropsy, il faut que tu prennes en contexte l'aspect psy 100%. Là. Mais c'est ça, c'est l'aspect... Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça, c'est que c'est le bout où tu arrives quand même à aller mesurer certaines fonctions cognitives avec des tests précis, puis on a des normes, puis ça nous permet de... Tu sais, pour moi, c'est comme une pierre d'assise sur laquelle tu pars de ça avec toutes les informations que tu as autour, puis tu fais sens de tout ça. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Là. Ouais, moi, je pense que c'est un petit peu la même chose que je disais tout à l'heure. J'aime l'idée de me creuser la tête, de comprendre, de faire des liens. Mais je pense que c'est un peu ce qui m'intéressait avec la neuropsy, l'idée de partir justement sur les résultats des tests qui sont normalisés, puis avec ça, de pouvoir les mettre ensemble, de donner du sens aux résultats qu'on obtient. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis oui, il y avait moi aussi ce qui m'a un petit peu donné l'intérêt de continuer avec la neuropsy, c'est de voir que justement, c'était indissociable de la psychologie, puis que c'était pas parce que je décidais d'aller en neuropsychologie que je mettais de côté tout le volet psy, parce qu'un petit peu comme Romain l'a dit, c'est vraiment indissociable. Puis c'est présent partout, la psychologie. Donc, au final, c'est certain que c'est un volet qui est quand même présent dans l'évaluation neuropsychologique, là, je pense. Puis il y a une certaine flexibilité aussi dans le sens où on se fie sur nos tests, mais les tests ne veulent pas tout dire. Puis il y a des moments où les tests vont dire de quoi, mais ce que tu observes, tu te dis, OK, non. Oui, mon test me dit ça, mais non, c'est pas ça nécessairement parce qu'il y a X, Y chose que j'ai observé qui fait en sorte que comme ça veut pas nécessairement dire ça. Fait qu'il y a comme cette flexibilité-là aussi dans laquelle tu navigues entre j'ai mes instruments, mais j'ai ce que j'observe, puis en tout cas, tu fais, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir toucher à tout ça. Super. On le sent là, quand vous parlez que ça vous intéresse vraiment, que ça vous passionne. Au niveau plus professionnel par rapport à vous, ça serait quoi vos objectifs ou aspirations de carrière en tant que justement neuropsychologue, par exemple un secteur, une clientèle visée, etc.? Je peux commencer. Moi, j'avouerais que c'est pas encore super clair. On dirait que j'en suis encore à explorer. Encore une fois, je pense que j'ai de la difficulté un petit peu à décider ce que je veux faire dans la vie. Là. Autant choisir la neuropsychologie, ça a été un long parcours sinueux que là, le fait de préciser mes intérêts, ça semble être parti pour ça encore. Mais c'est ça pour le moment. Peut-être mon intérêt se porte un petit peu plus vers les enfants ados. J'ai choisi de faire mon stage d'observation auprès de cette clientèle-là, justement pour voir si c'est ce qui m'intéresse. Je pense que j'aimerais quand même peut-être là, comme milieu d'internat ou autre, peut-être tout ce qui pourrait toucher par exemple la pédopsie. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais trouver intéressant. Mais encore là, c'est tellement vague. Là, j'en suis vraiment à découvrir un peu là, c'est quoi toutes les opportunités. Aussi, c'est la même chose. Je trouve que pardon. Encore une fois, ça revient au même de comme, tu sais, c'est difficile de dire que tu aimes quelque chose sans l'avoir essayé. Je pense que c'est important d'explorer, puis on n'a même pas commencé notre carrière encore, là, donc ça reste à voir, mais c'est certain que moi, personnellement aussi, je pense que en termes de clientèle, tout ce qui est adulte, personnes âgées, je trouve ça vraiment intéressant. Après ça, je pense que c'est sûr qu'on en fait un peu moins à la clinique, mais de la réadaptation aussi. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que je pense que j'aimerais m'en aller vers ce milieu-là, mais après ça, ben, c'est à voir si j'aime ça vraiment ou pas. Fait que je me laisse des portes ouvertes, encore une fois. Là. Super. C'est important de se laisser des portes ouvertes.
Sinon, je sais qu'on a déjà parlé un peu des compétences importantes pour réussir au doc, mais est-ce que vous avez des conseils supplémentaires que vous pourriez donner, mettons, à des étudiants qui envisagent de suivre une trajectoire similaire à la vôtre? Des conseils. Je pense que le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est de ne pas vous laisser impressionner par le processus, vous laisser intimider. Je pense que quand on débute notre parcours puis qu'on voit tout ce qu'il y a à faire, toute la pression associée, je pense que ça vient rapidement intimidant puis on peut rapidement se sentir un peu overwhelmed de dire comment je vais faire pour tout répondre à ça. Du moins, moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu. Je me souviens, par exemple, que je voyais les personnes de deuxième, troisième année du bac qui étaient plus avancées que moi, puis je me disais, mon Dieu, sont tellement bons, je ne serais jamais capable d'atteindre ces standards-là. Je pense que c'est important un petit peu de relativiser puis d'aller vraiment semaine par semaine, session par session, puis de faire son petit pas de chemin tranquillement, pas vite. Je pense que comme ça permet de réduire la pression. Sinon, un autre conseil que je donnerais que je peux pas reconnaître que j'ai été super bon dans ça. Si j'avais recommencé mon parcours, j'essaierais de plus mettre l'emphase sur ça, mais je pense que ça serait c'est assez cliché, là, mais de pas oublier de prendre soin de soi à travers tout ça. Je pense que il y a quelque chose qui est un petit peu ingrat avec le processus d'admission au doctorat, c'est qu'on a l'impression que c'est jamais assez. On n'a pas de seuil à atteindre. Par exemple, c'est fait X nombre d'heures, puis tu vas avoir tous tes points. C'est toujours une compétition où on est mis sur une courbe normale, puis voir où on se situe. Donc, c'est difficile de savoir quand est-ce que j'en ai fait assez. Mais je pense que c'est important d'être capable de quand même s'écouter, puis de ne pas tout mettre de côté pour ça. Je pense que de se permettre des moments où qu'on se repose, qu'on prend soin de soi, qu'on fait autre chose que les études, je pense que c'est super important, puis deux, c'est très bénéfique. Là. Au final, de vouloir être un bourreau de travail puis faire un nombre euh, euh, faramineux d'heures par semaine, je pense qu'au final, c'est pas nécessairement super productif. Donc, c'est ça, se permettre c'est ça, de prendre des pauses, de prendre soin de soi, c'est important. Puis je pense aussi que c'est une habitude à prendre importante aussi en vue d'avoir une carrière professionnelle, hein, parce que je pense que les exigences vont rester importantes aussi au doctorat, mais aussi durant notre carrière. Donc, si on n'est pas en mesure de rapidement établir cette capacité-là de reconnaître ses limites, je pense que c'est quelque chose qui peut nous suivre tout au long de notre parcours qui n'est pas nécessairement positif. Oui, l'équilibre de vie est tellement, tellement important. Puis comme tu dis, c'est quelque chose que si tu le mets, si tu le mets en place dès le bac, bien, ça va te suivre après, que ce soit au doc, que ce soit sur le marché du travail. Puis ça fait un peu lien avec le deuxième élément que je voulais dire, là, puis qu'on en a déjà parlé, mais c'est prendre son temps aussi, de se respecter là-dedans. Si tu arrives à la ligne d'arrivée, mais tu es essoufflé, puis on parle de ligne d'arrivée pour être accepté au doc, mais le doc, c'est juste le début. Parce qu'après, quand tu as fini ton doc, c'est le début du marché du travail. Fait que, si tu arrives épuisé à la fin de ton doc ou au début de ton doc, c'est pas mieux. Fait que, il y a tout ce bout-là derrière où avoir des bonnes habitudes, garder un équilibre de vie qui est sain pour toi, là, que ce soit du sport, de l'art, peu importe, là, faire autre chose, puis te définir autrement que juste par l'école, là, parce qu'on peut, comme tu dis, on est souvent poussé à ça, puis moi aussi, ça a été la même chose. Là. Il y a eu des périodes où ça n'a pas nécessairement été sain, la façon que j'ai travaillé, puis des fois, tu peux ressentir encore les répercussions des habitudes que tu as prises face à ça, même au doc dans lequel tu as comme une espèce de pression de performance qui est toujours là, alors que dans ta tête, tu es comme, il n'y a personne qui me force à performer en ce moment, là, c'est correct. Là. Je veux dire, j'ai atteint mon objectif, puis je suis plus en situation où là, je suis juste là pour apprendre, pas là pour performer. Mais ça reste que des fois, il y a comme des petits sursauts dans lesquels tu es comme, hey, non, il faut que je performe, mais comme, wow, non, pas tant. Fait que toutes ces habitudes-là que tu prends dès le bac, puis je comprends que veux pas, il y a aussi les exigences du programme d'admission qui font en sorte que des fois, tu tombes rapidement là-dedans. Là. Fait que, il y a un juste milieu dans lequel c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. Là, mais moi, je pense que ça reste quand même important. Puis c'est ça, c'est des choses que si tu les mets en place dès le début, bien, ça va te suivre après. Puis c'est vraiment, vraiment important, ça. Vraiment, vraiment. Parce que personne va le faire pour toi. Si tu es épuisé, il n'y a personne qui va te dire arrête. C'est toi qui vas prendre la décision d'arrêter à un moment donné. Là. Fait que il y a ce bout-là où je pense que c'est important de se donner le droit de vivre autrement que juste avec l'école. C'est vraiment intéressant. Puis ça nous ramène justement un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, là, le ratio non-oui de un non, c'est pas nécessairement un échec, c'est peut-être plus une occasion d'apprendre ou d'évoluer, de persévérer aussi. Super intéressant. On a une question un petit peu dans le même ordre d'idée. Là, si jamais vous n'avez pas quelque chose à rajouter, il n'y a pas de problème, on vous la pose des fois. Parce que c'est plus par rapport à vous-même. Si vraiment vous pouviez parler à vous quand vous étiez étudiant au bac ou à la maîtrise ou peu importe par le passé, durant votre processus, c'est quoi que vous lui diriez? Moi, je me suis fait il y a une phrase que je me suis faite, c'était pendant ma maîtrise, puis c'était dans un moment où justement je savais pas si j'allais être pris, je savais pas ce que je m'en allais avec ça.
Puis on dirait que je capotais un peu, là, parce que j'étais comme, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Puis en tout cas, la belle, là, c'est ça, la belle petite spirale d'anxiété, là. Puis à un moment donné, j'ai réfléchi à ça, puis je suis venu avec une phrase qui m'a quand même aidé beaucoup, c'était ose créer du mouvement tout en te laissant bercer par les courants de la vie. Fait que tu sais, c'est juste l'idée derrière laquelle mets-toi en mouvement, fais quelque chose. Tu sais, garde un objectif en tête, mais pense-y pas trop, fais juste créer quelque chose qui te correspond. Puis moi, je trouve qu'au travers de tout ça, tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter à toi. Puis tu vas faire sens un peu de tout ce qui se présente à toi avec ce que tu as mis en place déjà. Fait que c'est comme une combinaison des deux qui t'amène vers quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est peut-être la neuropsy, c'est peut-être autre chose. Mais je pense que l'important, c'est de faire confiance. Puis ça sonne cliché, là, je sais, mais c'est de faire confiance aussi qu'à un moment donné, ben, il y a des choses qui vont se mettre en place. Puis ça va venir avec des opportunités, mais il y a certaines opportunités que c'est toi qui vas avoir créé aussi de par les choses que tu as faites avant. Fait que je trouve que c'est comme un mix des deux qui est important. Puis moi, ça m'a aidé à me rassurer, à me dire, ben, que ce soit la neuropsy ou autre chose, je suis allé chercher des expériences qui me correspondaient, puis qui vont m'amener quelque part que je pense qui va être bien pour moi. Fait que, en tout cas, ça a été un peu c'était ma phrase de la maîtrise et du bac là, pour m'aider. C'est vraiment beau. Pour vrai, oui. Inspirant même. Oui. Puis, tu sais, un petit peu comme tu disais, je pense que c'est important aussi de se garder en tête. On a souvent l'impression que, comme tu dis, que tout se joue à notre admission, puis que si on n'est pas admis, c'est la fin du monde. Mais je pense, comme tu disais, il faut se ramener à l'idée qu'il y a d'autres avenues. Puis aussi, tout ce qu'on a fait ne sera pas perdu, hein, parce que toutes les expériences, les compétences qu'on va avoir développées, ils vont nous servir dans plein d'autres sphères de notre vie. Donc, on joue pas c'est pas une question de vie ou de mort comme on peut souvent avoir l'impression. Mais je pense que c'est important de le garder en tête, d'être capable de le relativiser. Sinon, si je pouvais, moi, un petit conseil que j'aurais aimé me donner, c'est sûr que ça va un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, les conseils généraux. Mais plus personnellement, moi, je pense que je me conseillerais de me permettre de vivre et de célébrer chaque petite réussite que j'ai tout au long de mon parcours. Avec du recul, on dirait que je réalise qu'à chaque fois que j'avais une bonne nouvelle, que ce soit un bon résultat, que je pouvais une nouvelle opportunité de m'impliquer, que j'étais contente, peu importe, j'avais toujours l'habitude peut-être d'être content, mais tout le temps de dire c'est pas encore ce que je veux. Mon but n'est pas encore atteint. Mon but, c'est d'être admis au doctorat. Puis on dirait qu'à chaque fois, c'est ça. Je me permettais pas de vivre ma réussite puis ma joie associée à ça parce que je gardais en tête que mon objectif n'était pas atteint. Mais je pense que c'est important au final de se permettre justement de vivre ces petites réussites-là parce que c'est ces petites réussites-là accumulées au fur et à mesure qui vont te permettre d'atteindre ton gros objectif. Donc, peut-être de se donner des petits objectifs, plusieurs petits objectifs à atteindre tout au long de ton parcours. Moi, je pense que ça va te permettre justement d'être moins lourd puis justement de pouvoir vivre plus de réussites ou du moins te permettre de les vivre. Puis c'est ça va rendre le tout plus doux, là, j'ai envie de dire. S'amuser, c'est important au travers de tout ça. Là, puis c'est ça. Des fois, comme tu dis, là, on se perd un peu dans toutes les exigences puis le travail qu'on doit accomplir. Puis on cherche tout le temps à faire plus, à faire plus, à faire plus. Mais quand tu y repenses, tu es au bac, t'es au bac ou peu importe, ou à la maîtrise, là, c'est des moments où, je veux dire, tu es étudiant, tu n'as pas trop de responsabilités encore. C'est le moment d'avoir du fun un peu puis de t'amuser d'une façon X, Y, Z. Là. Puis ça, je trouve que c'est important parce que ça te permet aussi de vivre la vie universitaire. Là, oui, il y a l'école, mais il y a l'aspect social aussi qui vient avec. Puis moi, je trouve que c'est vraiment important. Là, tu fais tellement de belles rencontres. Tu rencontres des gens dynamiques, tellement intéressants, qui partagent des intérêts que tu as ou qui n'en partagent pas, mais que ça te permet de sortir un peu de ce que tu as déjà connu. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment important aussi de s'amuser puis vivre cette vie universitaire qui est vraiment, vraiment bénéfique. Là, puis que ça se calcule pas sur un CV de comment j'ai rencontré plein de gens au bac, mais personnellement, je trouve que c'est de l'expérience de vie qui aide beaucoup, 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 puis qui est très pertinente. Là. Puis si je peux faire un peu de poursuivre là-dessus, je suis vraiment d'accord. Puis aussi, je pense que on l'entend souvent, là, par exemple, au baccalauréat en psychologie, c'est qu'il y a quand même une dynamique de compétition. Hein. Souvent, les gens sont en compétition entre eux. Puis moi, honnêtement, je pense que c'est pas nécessairement la clé là, pour réussir. Je pense que d'être très compétitif avec les autres, ça apporte rien. Moi, au contraire, je pense que durant mon parcours, j'ai réalisé que plutôt d'être compétitif, c'était bien plus favorable de collaborer avec des gens puis de s'entraider. Parce qu'au final, oui, parfois, tu vas peut-être donner des opportunités à aider d'autres, mais souvent, ça va te revenir. Puis je pense que quand tu peux travailler avec plusieurs, ça t'amène à aller beaucoup plus loin que si tu essaies de faire ton petit bout de chemin tout seul. Donc, je pense que ça serait un conseil que je donnerais, là, de ne pas hésiter justement, oui, à échanger avec les autres, mais essayer de s'entraider, de collaborer. Puis aussi, en lien avec ça, je pense que c'est important d'essayer
d'éviter là, de se comparer avec les autres. Je pense que la comparaison est facile, puis rapidement, on peut se dire « Ah, telle personne a eu une bourse, moi, j'ai pas eu la bourse, ou a fait ci, moi, je fais pas ci, ça doit être parce que je suis moins bon, moi, je serais pas admis. » Mais je pense qu'il faut essayer de mettre ça de côté. Au final, le but, là, c'est juste de faire le mieux qu'on peut, essayer toujours, comme tu le disais, un petit peu de toujours continuer de viser un petit peu plus loin, d'essayer de continuer d'avancer. Puis au final, c'est ça qui va te permettre d'être admis. Là. Donc, c'est ça, de peut-être essayer là, d'éviter cette comparaison-là qui peut être souvent anxiogène, là, malheureusement. Vraiment, vraiment. Je trouve que tu fais bien de le mentionner parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça reste quand même, c'est une réalité qui est, je pense, présente dans chacune des universités, là, l'espèce de compétition entre étudiants et étudiantes. Puis je trouve ça tellement dommage aussi, comme tu dis, parce que t'apprends tellement plus quand tu collabores avec les autres. Puis tu sais, ouais, moi je trouve que c'est vraiment important aussi. Puis cette comparaison-là aussi qu'on va faire, là, ça va tout le temps être négatif, là, dans le sens où, tu sais, la fameuse expression « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin », là. C'est sûr que quand tu regardes l'autre, tu vas te dire « Hey, cette personne-là est parfaite, moi je ne le suis pas pantoute, je suis pas là où je voudrais être », mais comme cette personne-là se dit peut-être la même chose de elle-même envers toi, tu sais. Fait qu'il y a comme cette espèce de dynamique où il faut essayer de garder ça plus simple. Ouais. Voilà. Absolument, vraiment. C'est vraiment plaisant de voir, de voir où vous êtes rendu, de tout ce que vous dites, etc. Oups, pardon. Puis, dans le fond, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter pour les étudiants, étudiantes ou autres gens qui nous écoutent par rapport à vous, le processus, le doctorat, etc. Non, pas vraiment. Faites-vous confiance. C'est un processus qui est pas facile, certes, mais je pense que ça se fait. Puis c'est ça, le fait d'essayer d'enjoy votre parcours, de ne pas vous laisser submerger par cette pression-là, un petit peu comme on le disait, de continuer de vous investir, de vous permettre d'aller voir ailleurs, de prendre soin de vous, tout en gardant votre objectif. Je pense que c'est ça. C'est ce qui est important. Puis au final, vous allez vous rendre compte que ça passe vite un baccalauréat, puis rapidement, on est rendu à cette étape-là. Hein. Moi, j'en reviens pas de voir à quel point ça passait vite. On dirait que c'était hier que je débutais mon parcours universitaire. Fait que c'est ça, vraiment embrasser le processus puis d'en profiter autant que possible. Puis on est jeunes là, quand même. Là. On a l'impression qu'il faut que tout soit fait rapidement, puis tout soit cadré, puis que tout soit seté. Là. Mais on a le temps de faire des erreurs, on a le temps de changer de programme. En tout cas, on a le temps. Il ne faut pas se presser tant que ça. Merci beaucoup. Merci pour ces belles conclusions. Merci d'avoir participé, d'avoir pris le temps aujourd'hui pour nous et pour tous ceux qui nous écoutent de nous parler de votre parcours et de votre programme. Merci de nous avoir invités. Oui, merci pour l'invitation. Merci beaucoup.